Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 11. L'astrologie, ça marche. Trop. Après une semaine d'attente à trépigner d'impatience, vous allez enfin pouvoir calmer votre frustration. Et cette fois, je ne vous abandonnerai pas dans d'atroces souffrances en fin d'émission. Je vous propose en générique de fin un petit jeu pour vous occuper l'esprit jusqu'à la semaine prochaine. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les précédents chapitres, je vous arrête tout net. Commencez cette passionnante série par le chapitre 1. Vous avez tout à y gagner. Pour les autres, il est temps de découvrir ce qu'est devenu le rêve de révolution de mon invité. Sortir d'une croyance profonde est un véritable tour de force qui s'inscrit dans un processus plus ou moins long. Chaque personne a le sien. Celui de Serge Brett-Morel s'ancre dans son désir de comprendre et en réalité de sauver l'astrologie. Et vous allez voir que pour lui, le réveil a été brutal. Chapitre 3. Quand la critique s'impose. Alors toi qui étais dans ce questionnement depuis le départ, qu'est-ce qui a vraiment changé les choses? Quel a été le moment où tu t'es dit il y a un problème? Et là, tu as commencé vraiment à te remettre en cause, à remettre en cause ton amour de l'astrologie. En fait, il y a eu plusieurs moments. Il n'y a pas un avant et un après. C'est ce que j'explique régulièrement, c'est que quand tu es dans une croyance, il y a un magma en toi, un mélange de plein de choses différentes, et dont tu n'as pas conscience vraiment, tu sais pas dans quel ordre tout ça est arrangé, et donc ce sont des pans qui tombent, comme les pans d'un mur. Ouais. Donc il y a des bouts qui tombent ici et là, D'accord. et tu sais pas dans quel ordre ça va se passer, et tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter de tomber surtout. Et puis si quelqu'un d'autre faisait la même démarche, lui, ça tomberait pas dans le même ordre. Mon passage en philo, ça m'a montré à quel point on pouvait critiquer les croyances différemment. Mon travail de recherche sur Kepler, ça m'a lancé dans l'idée de commencer à construire des idées nouvelles, alternatives pour prouver l'astrologie. Ma rencontre avec les astrologues, ça m'a montré à quel point ils étaient fragiles dans la défense de l'astrologie et qu'il y avait en plus des questions tabous. Donc il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas en astrologie, donc il y avait un tri à faire. J'avais l'intention de le faire depuis longtemps, mais là je me suis vraiment lancé dedans. Après ça, j'ai fait 1 an en histoire et philo des sciences à Paris, en master. Et ça m'a montré à quel point on pouvait aller encore beaucoup plus loin dans les questionnements et dans les exigences à attendre d'une discipline qui se voulait sérieuse. Et notamment, j'ai pas choisi ce master pour rien parce que j'ai fait quasiment de l'histoire de l'astronomie pendant 1 an. Donc ça a été une des plus belles années de ma vie. Et réellement, là, j'ai commencé à avoir une meilleure vraiment connaissance de l'histoire de l'astronomie et j'ai pu vraiment m'interroger sur les origines de l'astrologie. C'est-à-dire que finalement, si les astrologues d'aujourd'hui ne peuvent pas m'assurer de quoi que ce soit, il faut revenir aux origines et voir comment ça a commencé et comment les premiers ont fait. Et là, j'ai commencé à tout déconstruire aussi, et puis en m'appuyant sur certains travaux pas connus des astrologues, et en me rendant compte que même au niveau historique, ça ne tenait pas. Ça m'a ouvert plein de nouveaux questionnements, mais vraiment techniques là, et je rentre vraiment dans la critique technique de l'astrologie, dans ce que j'appelle l'autocritique à ce moment-là, et ça dure 2-3 ans. Je monte mon site internet. En 4-5 ans, je publie, je crois, 150 articles ou dossiers, enfin, une frénésie, si tu veux, ça c'est mon rythme normal. La folie. Voilà, parce qu'à côté, je commence 8 manuscrits différents. Et le site s'appelait quand même L'astrologie et la raison. Très raisonnable. Je venais de philo. Ouais. Et moi, mon but, c'était vraiment d'appliquer la raison à l'astrologie, entre guillemets, pour et contre les astrologues, qui manifestement avaient un problème à ce niveau-là, et même contre les sceptiques, parce que moi, j'avais d'autres critiques à apporter. Je pouvais aussi critiquer ce que faisaient les sceptiques, mais pas tout. C'est vrai qu'il y avait toujours des noyaux que je n'arrivais pas à critiquer en me disant, là, oui, il y a vraiment des problèmes. Et donc... quand j'ai monté ce site, qui a duré quelques années, là, je suis vraiment rentré à fond là-dedans, et j'ai produit, je crois, l'équivalent de 2000 pages en 4-5 ans. Et en fait, je me suis noyé dans mon travail. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai pété un câble, parce que j'avais ouvert tellement de choses que j'arrivais pas moi-même à garder une vision globale du truc. Et en fait, parmi les nombreuses erreurs que j'ai faites, il y a le fait que je publiais pas au fur et à mesure. Publier des dossiers par-ci, par-là, c'était pas suffisant, en fait. Résultat, ça s'accumulait dans ma tête, dans mon ordinateur, et il y a eu un moment où je n'y arrivais plus. Et donc là, on est vers la fin des années 2000, avant 2010, où je me dis, ça va plus, et j'ai commencé à voir que je pouvais vraiment tout remettre en question dans l'astrologie.
ce qui fait que ça pose vraiment des problèmes. Ah oui. Mais j'y crois encore parce que je me dis juste, c'est pas grave, on va régler ça. Puisque moi j'ai plein d'idées, donc je vais amener plein de nouvelles choses. Puis en fait, il y a beaucoup de conditionnels dans les explications qu'on apporte. Peut-être que, autrement dit, quand tu les formules, tu dis on verra après. À ce moment-là, on essaiera de tester et puis on verra ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc en même temps, je me confronte pas vraiment à la réalité d'un modèle qui marcherait. Donc il y a toujours moyen de repousser plus loin, plus loin, plus loin. Et puis à un moment, je me fatigue, je m'use, je passe énormément de temps à la fédération. On est de moins en moins nombreux, donc moi je suis trésorier, mais en fait je fais le secrétaire, je fais les communiqués, je fais plein de choses, quoi. Et je produis des textes. Et donc il y a un moment, j'ai besoin de couper avec tout, en fait. Donc je commence un bilan de compétences qui me dit que je devrais faire de la philo, et puis que je devrais faire de l'astronomie aussi. Le problème, c'est que j'en viens, donc ça m'aide absolument pas. Et donc là, je tombe, et en fait, je me sépare de la personne avec qui je vivais à ce moment-là, et c'est un peu une nouvelle vie qui commence. J'ai plus l'envie d'être avec les astrologues, je vois trop les limites de leur questionnement, et donc je peux plus partager avec eux. Je m'éloigne en fait de la fédération, je me retrouve perdu un petit peu au milieu de ma vie, j'essaye de redémarrer. Et donc, je me dis, il faut quand même que j'écrive, que j'essaye de terminer ce que j'ai commencé, au moins de publier un bouquin, quelque chose. Et c'est donc à peu près en 2010-2011 que je commence à me remettre à l'écriture, ce qui veut dire que j'avais arrêté pendant peut-être 2 ans, je ne sais plus. Le livre que j'ai publié en 2016, il commence à ce moment-là. Même si ça va beaucoup évoluer pendant 5 années. Tu parlais des étapes. Un jour, là, je suis en train d'écrire. Et vraiment, je me dis, là, ça y est, là, j'ai trouvé un truc. Mais c'est trop bien et ça va vraiment répondre à plein de questions. Et là, ça y est, quoi, c'est vraiment une preuve et je m'enflamme. Et je retrouve mes sentiments comme avant. C'est tellement fort, j'ai tellement l'impression d'avoir abouti que je suis obligé de m'arrêter de travailler, quoi. Je peux plus écrire, c'est pas possible, c'est tellement fort en moi, donc je sors et puis... C'est une sorte d'extase. Ah ouais, bien sûr, en me disant là vraiment ça y est, quoi. Et puis donc je laisse passer la fin de la journée, je suis beaucoup du matin, et le lendemain matin je m'y remets, et je reprends mon texte en me disant waouh, ça va être trop bien, quoi, et je commence à me relire, et là je me rends compte que je suis pas d'accord en fait avec ce que j'ai écrit. Entre guillemets, j'étais un peu en transe ou je sais pas quoi, et en fait je me relis, et non, quoi, ça ne va pas, il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, il y en a d'autres avec lesquelles je suis pas d'accord. Depuis, j'ai essayé de retrouver ce texte, je l'ai pas retrouvé, donc je sais pas si je l'ai encore ou pas, j'aimerais bien pour savoir ce qu'il y avait dedans ou si je l'ai jeté. Et en fait, ce jour-là, réellement, là, je me rends compte que tout ce que je ressens, mes enthousiasmes, etc., peuvent être vraiment fondés sur du vide. En tout cas, pas sur de la réalité. Alors que jusque-là, c'était un moteur constant, quoi. Ça me faisait tellement du bien d'être comme ça, et en me disant, je voyais que j'avançais avec des questionnements nouveaux, des hypothèses nouvelles, etc. Et là, je me suis enflammé sur un truc, mais non, qui est à jeter, je peux pas le garder. Et ce jour-là, ça se passe en quelques minutes, ou peut-être en quelques dizaines de minutes, je comprends et je me dis que mon travail ne va plus être un engagement. Ça va plus être un engagement personnel. D'accord. Ça va plus être un travail sur moi qui me permet d'être relié, je sais pas, au monde, à la vie, à je ne sais quoi. Et donc, je ne serai pas le nouvel Einstein, finalement, parce que, non, quoi, vu ce qui s'est passé la veille, je me rends compte à quel point j'étais trompé par mes ressentis à ce niveau-là. Oui. Et ce jour-là, je me dis, ce que je fais, ça devient un travail. C'est-à-dire que moi, j'ai développé des compétences sur le sujet, et je pense que ce que je fais, il y a des choses intéressantes. Et tu vois, d'un coup, il y a de la dimension un peu ésotérique, mystique, qui vraiment disparaît. Mais à ce moment-là, tu es quand même encore croyant dans l'efficacité de l'astrologie ou pas ? C'est une bonne question. Parce que là, à ce moment-là, on est, je pense, en 2011, donc ça fait au moins 5 ans que j'ai arrêté de pratiquer. Alors quand je dis que je pratique plus, en fait, je ne monte plus de thème de naissance. Oui. Par contre, je continue à regarder tourner les planètes. C'est-à-dire que je regarde, moi, dans ma vie, où sont les planètes, par rapport à ce que je vis en ce moment. Je le fais un peu avec mes proches aussi. Mais je commence à avoir vraiment une approche tellement critique que même ça, je vois qu'on peut critiquer de la façon dont je le fais. Mais en fait, là, ce que tu soulèves avec cet événement, je pense que c'est primordial. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans une croyance forte la justifient d'abord et avant tout avec leur ressenti. J'ai vécu ça, j'ai ressenti ça dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions. Et
parce que c'est extrêmement fort, parce que Bien c'est sûr. extrêmement prégnant et que ça ne peut être que réel. On le ressent, on le vit, on en a la preuve par la chair. Quand on est très croyant, on ne peut pas facilement, en tout cas, remettre en question la validité de ces ressentis. On les a vécus. On le sait, c'est ça, c'est vrai. Et alors là, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que tu avais couché sur papier. Ouais. Donc tu avais une sorte de preuve de ce qui s'était produit. Enfin, tu avais exprimé sur papier ce que tu avais ressenti, ce que tu avais pensé, et ensuite, avec le recul, tu as pu le revisiter. Ce qui est une configuration, à mon avis, qui est assez rare en réalité. Et qui fait que tu as pu avoir justement ce regard critique sur ce qui s'était produit et te dire « j'ai ressenti, j'ai pensé quelque chose qui n'avait pas de lien avec le produit, ce que j'ai produit ». Alors oui, complètement. Et en t'entendant parler, ça me fait repenser que, en fait, j'avais déjà vécu ça avant, mais pas, je pense, avec des choses que j'avais écrites. Ce qui fait que c'était des pensées qui m'étaient venues où j'avais dit « ah, génial » et tout, puis quelques temps après, me dire « bah non, finalement, il y a mieux ou il y a d'autres choses ». Mais bon, je mettais de côté. Et c'est vrai que là, la feuille est devant moi. Oui. Et je ne peux pas... Enfin si, j'aurais pu jeter la feuille, mais je ne vais pas le faire parce qu'elle est devant moi et je suis honnête avec moi-même à ce niveau-là. En fait, cet écrit décrédibilise ce que tu avais ressenti. Oui. Et tu peux avoir toi-même une autocritique sur ça. Oui. Et c'est ça qui est le plus fort. C'est pas que quelqu'un vient te dire c'est faux, ou ça n'a pas eu lieu, ou ça n'a pas la Absolument. puissance que tu prétends qu'elle Non, a. mais c'est face à moi-même. Hein. Voilà. Déjà, ce qui fait qu'il y a pas, j'ai pas à réagir ou à me défendre contre quelqu'un. Je me demande dans quelle mesure le contexte est très important. Professionnellement, donc ça va pas du tout. Personnellement, donc je suis parti de la personne avec qui je vivais. Je suis dans un appart qu'on me prête à ce moment-là. Et donc là, je vois bien que dans ma vie, ça va pas. Ça n'avance pas dans le bon sens et que j'ai pas vraiment d'avenir d'assuré. Je suis pas du tout en sécurité. Et donc, peut-être aussi que cet événement, c'est un peu la goutte d'eau finalement de ce qui était en train d'arriver, quoi. C'est-à-dire de me dire manifestement, j'allais plus pouvoir nier longtemps que, ben non, quoi. Ce que je fais, je peux pas en tirer quelque chose rapidement et manifestement, la vie ne me rend pas ce que je lui donne. Donc le monde juste, à ce moment-là, il est vraiment remis en question dans mon esprit. Oui, c'est la confrontation à l'idéal. Absolument. Qui était ce qui te portait depuis des années, plus Oui. de 10 ans finalement, oui, en gros, oui. à ce moment-là. Oui. Oui. Donc, La désillusion. oui, bien sûr. Bien sûr. Et je me prends un train dans la figure ce jour-là. Le premier truc, c'est de me dire, mais je me rappelle, je me vois me dire, mais attends, ça veut dire que je viens de perdre 10 ans de ma vie. Tu vois, je me dis ça comme ça. Et je pense que c'est aujourd'hui les mots que je donnerais, ce serait pour résoudre ma dissonance cognitive, me dire quoi, j'ai perdu 10 ans de ma vie, me dire ah ben non parce que j'ai des compétences là-dedans, donc ça va devenir un travail. C'est un moyen, je pense, de résoudre ça sur le coup en tout cas, mais par contre ça résout pas mes problèmes à côté. Alors, tu parles aussi donc je pense que ça se passe un peu avant, certains événements qui t'ont confronté à des contradictions, notamment de la part de sceptiques, donc de gens qui ont une technique d'analyse sceptique et qui envoient des arguments, des contre-arguments qui te laissent quand même un peu circonspect. Tu te dis, tiens, oui, effectivement, là, il y a quand même des choses dans l'astrologie qu'on n'arrive pas à expliquer ou qui ne tiennent pas vraiment. Moi, j'ai noté déjà que tu avais été, avant les années 2000, sur des forums où il y avait notamment une personne qui t'avait interpellé et ça t'avait quand même un peu saisi. Oui, bien sûr. Si on isole, je dirais, les confrontations avec des sceptiques qui m'ont marqué, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que je suis devenu assez rapidement vraiment spécialiste des techniques. Et avec la technique, tu peux démonter pas mal d'arguments déjà. Oui, surtout que les sceptiques souvent ne connaissent pas la technique de l'astrologie, donc tu es face à des ignorants. Voilà. Ce dont tu parles, ça s'est produit avant l'année 2000, un moment où je viens d'entrer en philo, je pense, et j'arrive sur un forum, effectivement, et donc c'est pour ou contre l'astrologie, et il y a un sceptique qui est là et qui démonte tout ce qui est dit, et moi j'arrive et puis je donne ma vision du truc à ce moment-là, avec la pensée positive, ce que ça m'apporte, sur la connaissance de soi, machin, et le gars, il me renvoie à plein d'expérimentations qui existent et il me dit mais attendez, c'est vous qui défendez l'astrologie mais je connais le dossier mieux que vous. Comment ça se fait ? Enfin, il y a un problème là. Et donc le gars, il argumente sur les signes, les constellations, les machins, les trucs. Et autant je peux répondre à certains arguments, autant il y en a plein où je ne peux pas répondre. Et je vois le travail que ça me demanderait d'aller me documenter, etc. Ça reste pour moi une fessée mémorable.
Vraiment, je me suis pris une fessée ce jour-là et je me suis dit, mince, il faut vraiment que j'approfondisse vraiment le sujet encore plus, parce que alors, contrairement à ce que je pensais, j'y connais rien. Après, il y a un autre moment qui est important par rapport à ma relation avec les sceptiques, c'est en 2009, où en fait c'est l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui publie un numéro spécial, critique de l'astrologie. Alors sa revue Sciences et Pseudosciences. Voilà, donc moi évidemment je me jette dessus, d'autant plus que je suis, à l'époque, ça fait 3 ans que je monte ma propre critique de l'astrologie, et donc l'AFIS, bon en général je suis pas d'accord avec eux de toute façon, et je suis encore dans un mode défensif quand même, en 2009 je vois, et donc je publie un énorme dossier sur mon site internet où je démonte le numéro. Ah oui. Et ma critique, c'est de dire, mais votre critique ne va pas assez loin. Donc c'est quand même le pire pour un sceptique de se dire, mais attendez, mais on peut dire beaucoup plus de choses critiques. L'astrologie, on peut la critiquer sur plein d'autres choses et aller plus loin que ce que vous dites. Dans ce numéro, il y a beaucoup de petits articles, j'ai envie de dire sans prétention, qui ont été puisés dans leurs numéros des 10 dernières années. D'accord. Et puis il y en a 2-3 qui sont plus costauds, notamment un qui date des années 50. Et surtout, j'ai envie de dire pour moi, il y a un article qui est sur l'expérimentation sur l'astrologie. C'est un article là qui par contre est nouveau, qui n'a pas été repris d'un vieil article précédemment utilisé, et qui donne différents exemples d'expérimentation, comment on a testé l'astrologie avec des astrologues. Les résultats toujours négatifs, en tout cas conformes au hasard. Donc ça, j'avoue que ça me parle beaucoup, parce que là, moi j'ai vraiment beaucoup travaillé aussi de ce côté-là, même si j'ai jamais pris le temps d'aller dans les protocoles, voir comment les protocoles étaient montés. J'en suis toujours resté au compte-rendu, mais je connais déjà un petit peu les subtilités. Puis moi, j'essayais d'imaginer en plus des expérimentations à l'époque pour tester l'astrologie ou pas. Et là, je me rends compte qu'il y a, malheureusement, comme je le craignais, en fait, il n'y a rien qui marche. Et je me rappelle que le paragraphe qui me marque vraiment à ce moment-là, parce que ça me renvoie trop à ce que j'ai observé de mon côté, c'est que quand on demande à des astrologues d'interpréter le même thème de naissance, sans qu'ils le sachent, et en fait, leur portrait ne se ressemble même pas. Chacun se fait son interprétation. C'est ça. En fait, la créativité est telle qu'en fait, il y a autant de différences entre les astrologues qu'entre le nombre de portraits, quoi. Et donc, il n'y a même pas de ligne commune. Et moi, déjà, à ce moment-là, j'avais bien vu quand même que la créativité, c'était quelque chose qui était omniprésent, à tel point que ça faisait dire n'importe quoi assez facilement. Et là, je me dis, mince, là, il y a vraiment quelque chose. Je me rappelle, j'étais en train d'écrire ma critique du numéro, et donc, je crois qu'à ce moment-là, je me suis arrêté, en fait. Par contre, c'est resté au fond de moi. Et là, ça a vraiment marqué un passage aussi, notamment par rapport à la question expérimentale. C'est-à-dire que là, j'ai accepté l'idée qu'il n'y avait pas d'expérimentation qui avait marché. Et ça, c'est beaucoup. Et là, ça m'avait fait mal, ouais. Alors après, il t'arrive une chose qui m'a rappelé un peu le cursus de Samuel Buisseret, justement, dont on parlait tout à l'heure, Mister Sam, le youtubeur, avec qui j'ai eu un entretien aussi sur sa déconversion, sur une croyance tout à fait différente. C'est l'accueil de la communauté zététique, donc la communauté des sceptiques en France, qui a été donc un moment pivot pour toi aussi. En fait, jusqu'en, donc ça doit être 2011-2012, j'avais croisé les sceptiques uniquement sur Internet. Et donc on s'était fighté par forum interposé, par mail, etc., etc. J'en avais jamais rencontré en vrai. Mais du coup, tu les voyais comme des ennemis, tu les voyais comme quoi à l'époque, quand tu les avais pas rencontrés ? Je pense que je les voyais pour la plupart comme des personnes qui parlaient d'un sujet qu'elles connaissaient pas, ou qu'elles maîtrisaient mal, même si... j'étais bien obligé de voir qu'il y avait quand même des critiques auxquelles j'adhérais de plus en plus avec le temps qui passait. Mais sur le plan humain, je n'en connaissais pas. Et en fait, par hasard, je me suis trouvé dans une association et l'un des membres appartenait à l'Observatoire zététique, au Z, de Grenoble, et il devait nous présenter un petit peu, donc nous faire une présentation sur la zététique. Et donc, je me suis dit, voilà, ça va être l'occasion de les rencontrer. Ouais. Et puis, on va bien voir. Et puis, s'ils parlent d'astrologie, je serai là pour... apporter soit la contradiction, soit un autre point de vue. Voilà, on va voir ça. D'accord. Et en fait, j'en reconnais un des deux, qui s'appelle Florent Martin, qui a toujours été plus ou moins le porte-parole de l'association, celui qui va dans les médias, donc on connaît son visage. Et puis un autre que je connaissais pas encore, qui s'appelle Nicolas Vivant, c'est donc 2 piliers de l'OZ. Et quand je vais me présenter à eux, je ne sais pas comment je vais être accueilli, quoi, parce que moi, je me suis toujours fighté avec les sceptiques. Florent me dit bonjour, voilà, enfin je me présente, et puis voilà, donc il me salue. Et donc pas de réaction hostile, même pas sur le visage, rien, quoi, tranquille, normal. Très bien. Et puis je salue Nicolas.
Et Nicolas me dit « Ah ouais, mais tu sais, j'adore ton travail sur la critique de la critique. » Et là, je reste un peu paralysé. Enfin, paralysé, c'est un grand terme, mais je suis surpris. Et je ne m'attendais pas du tout à ce contact-là. Et sur le coup, je me dis, en gros, mince, il y a des sceptiques qui s'intéressent à mon travail. Alors que du côté des astrologues, j'avais quasiment pas de retour sur mon travail. C'est assez cocasse. Ben oui, c'est une vraie surprise pour moi, quoi, franchement, parce que j'ai toujours critiqué ce que faisaient les sceptiques, même si je reconnaissais certaines choses. Puis donc ils nous font leur présentation, une présentation très bien, et ça parle pas d'astrologie, donc j'ai rien à dire là-dessus. Et je ne sais plus comment ça se passe à ce moment-là, mais je me retrouve invité, en fait, l'année suivante, à ce qu'ils appellent l'Ultimate Z. L'Observatoire zététique invite un représentant ou plusieurs des associations sceptiques en France. Et puis on se fait un week-end barbecue, présentation sceptique. C'est un week-end très sympa. Et donc il me propose de faire une conférence sur l'astrologie, justement. Puisque j'ai une approche critique et la critique de la critique surtout. Voilà. Et je pense que c'est la même période pendant laquelle je commence à participer au débat sur le groupe zététique de Facebook. On est 20 000 maintenant, mais au début, donc c'est parti de zéro. Et donc j'ai commencé vraiment à me renseigner sur plein d'autres sujets finalement que l'astrologie et voir le scepticisme appliqué sur les autres sujets. Puis quand ça parlait d'astrologie, forcément je venais. Et donc finalement, voilà, je suis rentré comme ça parmi les sceptiques. D'accord. Et tu te décris comme étant, à l'époque, comme ayant la sensation d'être un ovni pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es un ovni pour les astrologues, puisque tu critiques tellement que tu en es même sorti, plus ou moins. Les sceptiques te voient comme quelqu'un aussi étonnamment sceptique, alors que peut-être encore un peu croyant à l'époque. Tu défendais encore un peu l'astrologie ou pas ? L'astrologie elle-même, je ne pense pas. Par contre, le fait qu'on puisse en tirer peut-être des questionnements intéressants, je pense qu'au début, je devais être encore un peu dans cette logique-là. Mais dans tous les cas, je ne maîtrisais pas les outils sceptiques. Oui. Donc forcément, dans mes argumentations et tout ça, ça ne devait pas être propre, entre guillemets. Ouais. Chez les sceptiques, je suis un original, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup qui approfondissent un sujet au point où je l'ai approfondi. Mais je ne suis pas un sceptique exceptionnel au sens propre du terme. Je me sens beaucoup moins ovni chez les sceptiques qu'ailleurs. D'accord. On va le dire comme ça. Dans ma vie, effectivement, je me suis, pendant toute mon adolescence, c'est ce que je décrivais un peu indirectement plus tôt, c'est que je me suis toujours posé des questions que les gens ne se posaient pas autour de moi. Donc dans ma famille, parmi mes amis, tous les gens que je rencontrais, là j'étais vraiment un ovni, à me poser des questions sur moi-même, les autres, le monde, la vie, le passé, le futur, etc. Ça faisait partie un petit peu de mon ADN, on va dire ça comme ça. Il y a pareil plusieurs étapes dans ma familiarisation avec la zététique. Ça s'est passé en parallèle finalement à la rédaction de mon ouvrage, publié en 2016. Et réellement, l'objectif qui était le mien, c'était de proposer un modèle global de, on va dire, la croyance astrologique. Par exemple, définir l'astrologie comme simplement la discipline qui se pose sur le système astrologique, le truc mathématique, géométrique dans lequel on met les planètes, et à partir de là, que font les astrologues avec ? Et moi, en interrogeant les fondements du truc, je peux aller du côté de l'histoire, je peux aller du côté de la physique, et en interrogeant l'utilisation de l'outil, je peux aller du côté des erreurs dans la pratique. Et ça, les erreurs dans la pratique, j'avais déjà commencé à en trouver quelques-unes. Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose du côté de YouTube, où il y a eu plusieurs chaînes sceptiques qui sont apparues il y a quelques années. Et ces chaînes m'ont vraiment ouvert à plein de sujets, finalement, abordés par le biais zététique que je ne connaissais pas. Donc ça m'a vraiment cultivé sur le plan des outils que je voyais utiliser sur d'autres sujets. Et que moi, j'ai commencé à utiliser du côté de l'astrologie. Et notamment ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est quelque chose qui m'a vraiment, je pense, fait passer un cap dans ma critique de l'astrologie, qui jusque-là constituait beaucoup une liste de remarques, de critiques, un petit peu comme on le fait habituellement, et j'essayais d'ordonner ces critiques, alors que la question des biais cognitifs, ce qui est très intéressant, j'aime bien donner comme définition d'un biais cognitif le fait que ça se passe en 2 étapes. Imagine, notamment pour l'astrologie, tu commets une erreur dans ta pratique, tu ne t'en rends pas compte.
Et puis tu recommences, tu la recommets. Une deuxième, une troisième, une 50e fois, une 100e fois, et ainsi de suite. En fait, tant que tu ne te rends pas compte de ton erreur, il y a certaines questions que tu ne vas pas te poser. Et en ne te les posant pas, tu n'as pas accès à des explications alternatives. Et finalement, le fait de continuer dans l'erreur sans s'en rendre compte, c'est comme s'il y avait un voile un petit peu qui se mettait en place entre ta pratique et finalement, on va dire la réalité, c'est-à-dire l'ensemble des choses dont les questions que tu t'es pas posées. L'erreur, au fil du temps, ça devient un biais. C'est-à-dire que ça oriente tes interprétations et surtout, ça en empêche d'autres. Oui. Et en fait, ça m'a permis de revoir un petit peu certaines de mes critiques en me disant, mais alors finalement, c'est super intéressant parce que moi, des erreurs, j'en ai plein. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce que je peux en tirer sur la durée ? Oui. Parce que quand tu dis à un astrologue, oh, mais tu t'es trompé, ça marche pas ton truc. C'est vrai, ça peut le vexer, mais il peut passer à autre chose. Par contre, si tu lui dis, mais cette erreur, tu la commets tout le temps ? Et là, l'erreur, en fait, on la projette dans le temps. Oui. Et finalement, là, ça devient intéressant parce que quand tu fais une erreur, ça arrive de se tromper. Tu vois, il n'y a pas besoin de se remettre forcément en question. Et quand tu dis, mais cette erreur, tu la commets souvent, là, finalement, tu te rends compte que l'erreur, elle est présente à plusieurs endroits et ça donne quelque chose de plus large. Oui, et ce qui est super intéressant avec les biais cognitifs, c'est quand on comprend que en fait, ce sont des biais qui sont communs à tout le monde. C'est pas juste un astrologue ou une personne qui dit une bêtise à un moment donné. C'est non seulement une sorte de règle, quelque part une réaction qui revient, mais en plus, c'est une règle qui est commune à tout le monde. On a tous des biais cognitifs, ils sont tous les mêmes. Alors après, chacun creuse son sillon, et puis il y en a qui vont souvent tomber dans les mêmes biais, d'autres dans d'autres, mais il y a des biais qu'on retrouve chez tout le monde, comme par exemple le biais de confirmation, qui consiste à aller chercher une confirmation d'une croyance dans des choses qui ont l'air carrées, qui ont l'air prouvées, mais qui en fait sont choisies par nous uniquement parce qu'elles confirment notre propre croyance de départ. Et ça, c'est commun à tout le monde. Et c'est ça qui est génial avec les biais cognitifs, quand on les découvre et quand on apprend à les détecter, c'est que c'est imparable. Ça peut aller jusqu'à remettre en question le fondement d'une pratique. Mais c'est peut-être ce qui t'est arrivé du coup. Alors, à certains moments, ça m'est arrivé, notamment bien avant que je rencontre les biais cognitifs, quand je te dis que j'ai arrêté de pratiquer, je ne sais plus, 1 an ou 2 après avoir rencontré les astrologues. En fait, entre certains du bureau de la FDAF, on se disait, mais de toute façon, la pratique, ça marche toujours. C'est-à-dire que tu peux toujours aller trouver quelque chose dans le thème de naissance, parce que c'est tellement complexe entre le nombre de paramètres et les symbolismes. Un symbolisme, ça n'a pas de limite. Si on voulait faire le symbolisme du Verseau, il y a un livre complet à écrire sur le sujet, il y a des livres complets qui existent, et donc c'est tellement vaste que finalement, si tu cherches bien, tu arrives toujours un peu à reformuler les situations et trouver ce que tu veux. Et étant donné qu'on disait, oui, c'est ce qu'on appelle la cuisine astrologique, c'est-à-dire on a notre tambouille et puis on utilise les planètes comme on en a besoin finalement, ça ne prouve rien à la pratique. Et il faut fonder l'astrologie sur autre chose. Ça, c'est quelque chose que j'avais acquis bien avant de rencontrer le scepticisme, mais finalement, c'est exactement ça le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'un astrologue, s'il veut s'assurer que l'astrologie, ça marche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire le thème d'une personne qu'il connaît. Et il va trouver plein de choses qui correspondent. Ou alors, il va faire le thème d'une personne célèbre, et il va regarder où étaient les astres au moment d'un événement de sa vie dont il connaît déjà le contenu. Et effectivement, ça marche, tu arrives toujours à faire des correspondances. Là où j'insiste lourdement sur quelque chose que les astrologues avaient déjà vu, c'est pourquoi ça marche quand tu t'es trompé de date. Et en fait, tu racontes l'histoire de Galilée, une personne qui avait fait le thème de Galilée sur une date de naissance qui était en fait fausse. Il tombait sur de bons résultats, il analysait Galilée tel qu'on le connaît et il confirmait les avec cette fausse date de naissance, exactement comme s'il avait eu la vraie et ça marche. Jusqu'à ce qu'il y ait un des collègues qui lui dise « mais t'es sûr de la date que tu as utilisée ?» Et en fait, la personne s'était trompée d'1 an ou 2, je sais plus. Et donc les configurations n'étaient plus les mêmes. Et là, malaise. Et ça m'avait vraiment titillé à l'époque. Je me disais, oh là là, ça me montre encore plus que la pratique, ça fonde pas vraiment. Et l'exemple pour moi qui est idéal, c'est celui de la date de naissance de Staline. Donc personnage emblématique du XXe siècle, qui est connu de tous, et dont les astrologues ont été des milliers à utiliser sa date de naissance pour s'entraîner sur l'astrologie, pour illustrer l'astrologie, voire même pour prouver à quel point elle marchait. D'accord. Ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, notamment, ça essaye d'expliquer les grands événements de l'histoire par rapport simplement aux astres. Et donc Staline a été très très étudié. Et il y a encore des textes des fois qu'on trouve sur Internet en cherchant, où tu as un astrologue qui fait le portrait de Staline avec sa date de naissance. Et le problème, c'est qu'en 2001, il y a, je crois, un historien
qui s'est retrouvé, il devait écrire une biographie du personnage, et il allait voir dans l'église où est né Staline. Et il allait vérifier dans les registres, papier donc. Et là, il s'est rendu compte que la date officielle, c'était pas la bonne. En fait, il y avait une erreur, pareil, d'1 an ou 2, je ne sais plus. Ça veut dire que les astrologues ont illustré l'astrologie, l'ont même prouvé d'une certaine manière, se sont entraînés sur une mauvaise date de naissance à propos de Staline, et que ça marchait. Je pense qu'aucun astrologue n'a remis en question la date de naissance de Staline. C'est dramatique, hein, ce sont des milliers d'astrologues dont on parle, c'est pas un qui aurait fait une erreur. Ce sont des milliers qui l'ont fait, qui se sont lus, relus les uns les autres, et il n'y en a pas un qui a dit à un moment « ça marche pas ». Où il y a un problème, il y a un problème suffisamment grave pour qu'on doute de quelque chose, quoi. Non, ça marchait. Ouais. Et c'est terrible parce que j'imagine trop les enseignants d'astrologie qui donnent l'exemple de Staline à leurs élèves pour les faire s'entraîner dessus. Et je veux dire, quand je décris ce problème, on ne parle pas seulement de l'astrologie traditionnelle, c'est tous les courants astrologiques confondus. Tous ceux qui ont des classements différents, qui se sont émancipés des signes astrologiques ou qui ont fait d'autres changements, qui sont censés être meilleurs que l'astrologie traditionnelle. Mais il n'y en a pas un qui a fait la différence. Et aujourd'hui, maintenant, dans l'enseignement, ils prennent la bonne date ou pas ? Ils s'adaptent ? J'en ai aucune idée. En fait, moi, j'ai perdu le contact. Oui, continue avec l'ancienne parce qu'elle marche. Mais je pense qu'il y a les deux cas. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas au courant, ils continuent, en fait. Parce que ça marche toujours aussi. Et c'est terrible de voir que, en fait, la bonne date et la mauvaise date, ça marche aussi bien. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et quand on est astrologue, ça doit poser problème. Ça doit vraiment poser problème de se dire ça, de se dire, mais la mauvaise date marche aussi bien que la bonne. Mais ça, c'est un exemple excellent pour montrer à quel point on comprend à partir de là pourquoi les croyants croient et pourquoi les gens vont voir un astrologue, parce que ce qu'on leur dit est vrai, ce qu'on leur dit se vérifie et ça marche, ça marche. Et c'est pour ça que je disais en intro, les sceptiques comme les astrophiles ont raison, ça marche et ça marche pas en même temps. Donc c'est ça qui est compliqué, parce que quand on est dans une configuration où on est... Soit on va voir un astrologue, soit on lit un thème ou même un horoscope, pourquoi pas. On y retrouve des choses de soi, comme toi-même tu as retrouvé des choses de toi dans la description du Verseau. Et on va, sans aucun doute, par un biais cognitif, y trouver satisfaction. Y trouver que ça marche. Bien sûr, et se confirmer en fait dans ce qu'on pensait déjà. En fait, faire perdurer la croyance et continuer d'être bien, de se faire du bien. L'astrologie, ça marche très très bien. Et en fait, quand on dit que l'astrologie, ça marche, c'est choquant quand même, parce qu'on est des sceptiques ou on n'est pas des sceptiques. Donc oui, l'astrologie, ça marche, mais c'est faux. Et c'est vrai que quand j'étais encore chez les astrologues, bien avant les sceptiques, une des questions que je posais, c'était: l'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse ? Et quand je posais cette question, forcément, c'était terrible. Et je connaissais pas du tout l'histoire des biais cognitifs, mais c'était vraiment cette logique-là, en fait. Quand on est dans la pratique et qu'on s'intéresse pas au fondement, quand on ne teste pas l'astrologie rigoureusement, ça marche dans le sens où on peut s'interroger avec l'astrologie, on peut aller voir un astrologue et trouver des choses, on va en reparler. Mais par contre, dès qu'on commence à la tester, là, ça ne marche pas. De manière systématique. Voilà, c'est-à-dire quand on le fait rigoureusement, ça marche. Dans un cadre expérimental, avec un protocole, etc. C'est ça, quand on élimine justement les biais, tous les biais. Et ça, c'est vraiment une différence qui est fondamentale. En tout cas, on peut comprendre les gens qui vont voir des astrologues parce que ça marche. Les astrologues qui pratiquent l'astrologie parce que ça marche. Toute la question est, qu'est-ce que ça veut dire ça marche ? Une personne va voir un astrologue, comme je le disais, elle a un problème dans sa vie à résoudre, même plusieurs souvent, et bien sûr, si elle vient voir l'astrologue, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé la solution. Donc elle y a réfléchi elle-même, elle n'a pas trouvé, elle a probablement demandé autour d'elle, elle est peut-être allée voir d'autres personnes, mais ça ne suffit pas. Donc elle vient là, l'astrologue la reçoit, et il va parler avec elle. En général, on n'est pas en mode voyance, donc l'astrologue, il n'est pas là pour dire « ne me dites rien et je vais vous parler de vous ». Il y en a qui le font, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils balancent des tas de choses, et comme ça, après, on peut discuter avec la personne. L'astrologue va voir dans son thème quels sont les symboles en jeu entre les planètes qui pourraient permettre de rebondir là-dessus, et il utilise ces symbolismes pour essayer d'apporter des réponses aux questions, mais aussi pour envisager de nouvelles voies. Est-ce que vous avez essayé de... Parce qu'en général, quand Uranus est dans cette position, ça amène à tel problème, on est un peu comme une pile électrique, donc peut-être que là, il faut éviter de prendre telle décision maintenant, peut-être qu'il faut attendre un petit peu,
ou alors au contraire c'est peut-être le moment de tout faire péter, enfin après tout dépend des situations. L'astrologue a utilisé la technique astrologique pour proposer une autre voie à la personne qui vient le voir. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'un des secrets, entre guillemets, de la réussite de la consultation. C'est-à-dire proposer à l'autre quelque chose à quoi il n'avait pas pensé. Et oui, donc forcément, le croyant, enfin la personne qui vient consulter, elle en ressort satisfaite. Ça marche, Oui. elle a trouvé quelque chose de plus. Et personne ne m'avait jamais dit ça avant, ne m'avait proposé ça avant. C'est ça, puisque si elle est venue, c'est qu'elle n'avait pas encore trouvé comment résoudre son problème, ou en tout cas comment le différer, comment le gérer mieux. Et c'est sans doute accentué par le fait que la source de l'information est assez mystérieuse, puisque Bien c'est sûr. Uranus, puisque c'est... Il y a le prestige de l'astrologie qui a traversé les millénaires, il y a le prestige du ciel qui nous dépasse et des croyances associées, etc. Et puis aussi, j'ai envie de dire, pour pas dire surtout, le fait que ni l'astrologue ni le consultant ne sait ce qui se passe. Donc dans la tête de l'astrologue, qui est en pleine intuition, association de symbolisme et donc créativité, et lui-même n'est pas forcément capable de dire pourquoi il a pensé à telle chose. Oui. Donc soit il se pense voyant et il dit qu'il l'a capté, je sais pas quoi, soit, comme la plupart des astrologues, il ne se pense pas voyant et c'est juste des associations de symbolisme. Et donc il y a un côté doublement mystérieux de ce point de vue-là. Je pense vraiment qu'on peut faire la comparaison entre une consultation astrologique et une séance de brainstorming. Il y a certains clients qui sont quand même particuliers chez les astrologues, puisqu'on y croise des fois des hommes politiques ou des chefs d'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, ça m'avait vraiment posé question. Ça m'avait posé question, et c'est marrant de façon probablement biaisée, mais quand Elisabeth Tessier, par exemple, se vantait de ses consultations à répétition avec les plus grands rois, avec les chefs d'entreprise, avec des personnes célèbres, etc. Et j'ai aucune raison de remettre en question le fait que les gens étaient satisfaits. Mais moi, ça me posait un problème, parce que j'étais pas d'accord avec ce qu'elle faisait. Pourtant, il semble qu'elle réussissait bien. Et puis, il y avait eu un homme politique qui s'appelle André Santini, donc je ne sais pas s'il est encore député ou sénateur, mais il l'a été longtemps, et lui ne s'est jamais caché du fait que ces sujets-là l'intéressaient, et même qu'il pouvait recourir à l'astrologie, soit pour choisir certains de ses collaborateurs, notamment par rapport à leur signe astrologique, et que, les Verseaux, ils sont plutôt comme ça, puis les Scorpions, ils sont plutôt comme ça, et puis machin. Et au-delà de ça, je me disais, mais un homme politique, c'est quelqu'un qui est entouré de conseillers. Il ne prend pas ses décisions tout seul, il a plein de gens qui le conseillent dans tous les domaines possibles. Qu'est-ce qu'il va trouver d'autre chez un astrologue? Qu'est-ce qu'un astrologue peut lui apporter si ce n'est pas l'astrologie qui marche vraiment, qu'il y a quelque chose derrière l'astrologie? Est-ce que ça pourrait marcher tout en étant faux? Donc, toujours dans les mêmes problématiques. Il y avait une émission qui était passée sur TF1 et ils en parlaient un petit peu. Et ils prenaient un autre exemple d'un chef d'entreprise qui, justement, recourait systématiquement à l'astrologie pour choisir ses candidats. On le voyait filmer, il recevait l'astrologue qui venait et qui, d'après les thèmes de naissance, lui disait tiens, celle-là, elle va être très très bien pour ce poste, alors que celle-ci ou celui-ci, il a telle position dans son thème, ça va poser problème, et donc il vaut mieux choisir l'autre, etc. Et moi, je me rappelle, on avait vu ça entre astrologues, on était outrés parce que le candidat n'est pas devant, n'est pas là, donc il ne sait pas ce qu'on dit sur lui, et en plus, on sait très bien qu'à partir d'un thème, tu ne peux pas parler de la personne. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour une raison toute bête, c'est que les astrologues sont les premiers à te dire que si tu prends du recul par rapport à toi, par rapport à ton thème, tu peux ne plus être victime de ton thème si ça marche, et donc en travaillant sur toi, en fait, tu t'émancipes finalement de ton thème. Oui, donc si tu te fies au thème du moment de la naissance, peut-être que la personne a évolué favorablement. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aimais bien donner l'exemple en disant, mais et si la personne, elle pratique l'astrologie, elle va pas le mettre sur son CV. Forcément, la personne est allée beaucoup plus loin que ce qu'il y a dans son thème. Donc, on ne doit pas utiliser un thème astrologique pour juger des capacités des gens. En plus, sans les rencontrer. À l'époque, je disais, si on les rencontre, peut-être que, mais sans les rencontrer, non, quoi. Et là, je voyais bien comment l'astrologue pouvait permettre au chef d'entreprise de prendre une décision sur un critère qu'il ne maîtrise pas. Quand le chef d'entreprise passe une annonce pour recruter, il va recevoir peut-être 200 CV. Et quand l'astrologue l'aide, l'astrologue, il ne peut pas travailler sur 200 CV. Donc en fait, l'astrologue, il arrive à la fin du processus. Il arrive au moment où les meilleurs candidats ont déjà été sélectionnés. Donc c'est un peu de la triche. Il ne peut pas se tromper. C'est ça, ça marche toujours quand tu fais ça, puisque les candidats sont bons. Bon, sauf s'il y en a un qui vraiment a un problème qu'on n'a pas vu. Mais donc dire que l'astrologie, ça marche, là on est en plein dans les biais, effectivement, parce que le tri a été fait avant lui, en fait. Et donc pour les hommes politiques, je me disais, c'est quand même un peu différent. Mais en même temps, l'homme politique est déjà conseillé à gauche, à droite, etc. Et donc, que peut lui apporter l'astrologue? Je pensais à Elisabeth Tessier encore, qui allait consulter Mitterrand.
quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Là, oui, on parle du oui. président de la République, mais en plus d'un gars qui avait quand même les pieds sur terre, qui était costaud et tout. Et en fait, quand elle le raconte, à aucun moment, je pense, hein, Mitterrand lui dit « Ah, vous avez bien raison, j'ai bien fait de suivre vos conseils. » Il l'a fait parler, et puis il lui dit « Ah, je vais y réfléchir. » Peut-être hein, qu'il a décidé d'une date par rapport à ce qu'elle lui avait dit. Hein, on parle de la guerre en Irak ou je sais pas quoi. C'est possible, hein, mais je pense qu'il était plus là pour voir un peu ce qu'elle allait lui raconter. Et puis, si les astres ne renseignent pas sur la réalité, s'ils sont complètement déconnectés, si c'est de la pure invention, et en fait, l'astrologue va réfléchir sur un système qui est complètement à côté de la plaque, mais en faisant ça, il n'est pas contraint par les réalités, justement. Donc, si parmi les conseillers de l'homme politique, il y en a qui ont vu qu'aller dans une certaine direction, ça posait un problème, qu'il allait y avoir des difficultés à surmonter, et que donc il valait mieux pas partir dans cette direction, l'astrologue, lui, il ne le sait pas. Et quand il va penser de lui-même à aller dans la même direction, parce qu'il y a Saturne en conjonction avec Jupiter, parce que c'est ça la raison profonde, il va le faire avec conviction. Et donc, il peut lancer comme ça une piste qui a déjà été rejetée. L'homme politique, on va dire, peut lui dire non, c'est bon, ça on a essayé, mais ça ne marchera pas. Et l'astrologue qui est vraiment convaincu, s'il voit vraiment une configuration qui est très forte, il va aller contre ça. Il va lui dire, mais vous êtes vraiment sûr ? Parce qu'en gros, ça reviendrait à dire que la conjonction Jupiter-Saturne, elle dit des conneries. Et non, quoi. Enfin, si elle est vraiment là, et s'il y a vraiment une valeur dans la configuration, il va avoir la conviction pour défendre ça. Et il va tenter de proposer les choses. Mais vous avez pensé à ça ? Et est-ce que vous avez pensé à ça ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Et si ça se trouve, à force de créer de l'idée comme ça, il va peut-être proposer un truc auquel l'autre n'avait pas pensé. Et son point fort, et c'est ça pour moi qui est super intéressant et étonnant, c'est que ça marche, mon explication marche si l'astrologie ne renseigne pas sur la réalité. Et ça devient une force parce qu'on n'est pas limité par les barrières habituelles. Ça apporte de la créativité, un point de vue complètement inédit. Exactement. Et finalement, c'est peut-être ça le secret, entre guillemets, de la pratique, c'est d'être capable de créer des idées nouvelles. Et c'est pour ça que je compare ça à une séance de brainstorming, où dans une entreprise, l'idée, c'est de dépasser un problème. Et donc, on va réunir des gens pour essayer de dépasser ce problème. Et c'est pour ça que je présentais la venue du client au départ de cette manière-là. Et comment on fait ? En fait, on réunit des personnes différentes de l'entreprise et on essaye de faire en sorte qu'elles soient choisies pour des compétences différentes. On évite que les personnes aient des mêmes compétences, par exemple, où elles pourraient ne pas être d'accord et avoir l'autorité sur un sujet. Et étant donné que tout le monde a des compétences différentes, ça permet vraiment de jouer déjà sur la méconnaissance de certains aspects de l'entreprise pour pouvoir lancer des idées que le spécialiste ne lancerait pas. Et à force de voir se croiser les nouvelles idées, il peut y en avoir une qui émerge, comme ça, et puis qu'on va pouvoir retenir et qui va permettre de dépasser le problème initial. Ça, c'est l'idée de la séance de brainstorming. Quand on teste l'efficacité du truc, on se rend compte que ça ne marche pas forcément mieux que si les personnes travaillaient dans leur coin. Et en fait, il semble que ce n'est pas si efficace qu'on le dit tout cas. Tiens. En tout cas, c'est moi ce que j'ai vu en allant vérifier pour voir si ça marchait ou pas, ces choses-là. Quand il y a une séance de brainstorming, en fait, les idées qui sortent, après, vont être pesées par d'autres personnes. Est-ce qu'elles sont réalisables ? Bien sûr. Comment, pourquoi, etc. Donc, en plus, on ne les garde pas forcément. Pourquoi est-ce que je compare la consultation d'astrologie à une séance de brainstorming ? Parce que quand on est dans la séance, donc elle est organisée pour dépasser un problème, ou plusieurs que la personne n'arrive pas donc à dépasser. Donc c'est elle qui vient commander en gros la séance. Après, c'est l'astrologue qui dirige. Et c'est vrai qu'en entreprise, tu as toujours une personne qui va diriger un peu la séance, qui va organiser pour qu'elle se déroule avec un certain processus. Dans la séance de brainstorming, il y a des gens qui viennent avec des compétences différentes, j'ai dit, alors que là, l'astrologue, il est là tout seul. Mais en fait, que fait l'astrologue quand la personne lui parle de ses problèmes ? On a dit, il va regarder la carte de naissance. Et il y a quoi dans la carte de naissance ? Il y a des points, il y a des cases, il y a donc des astres, des choses comme ça. Et en fait, c'est un peu comme si la personne présentait son problème et que l'astrologue allait demander un peu aux planètes. C'est-à-dire, s'il regarde Mars, c'est un peu comme s'il demandait « Alors Mars, qu'est-ce que t'en penses ?» Et Vénus, Vénus, où est-ce que tu es ? Et la Lune, où est-ce que tu es ? Et finalement, quand on sait que les symbolismes astrologiques sont des symbolismes à la base anthropomorphiques, c'est-à-dire que Mars, c'est le dieu de la guerre à la base, et donc le symbolisme astrologique s'y réfère indirectement. Vénus, c'est la déesse de l'amour, et ainsi de suite. Et finalement, c'est un petit peu comme si l'astrologue avait des gens qui étaient là,
avec entre guillemets des compétences différentes. Il y en a un qui va parler de l'action, l'autre il va parler de l'amour, le troisième plutôt des idées, de la communication. Et finalement, l'astrologue, lui dirige la séance entre guillemets de brainstorming, sauf qu'il fait les questions et les réponses. Ouais. Et c'est là que s'arrête la comparaison par contre. Oui, mais il a un portefeuille de symboles à disposition et de mythes et d'histoires et de caractéristiques qui finalement permettent d'avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et la créativité, pour moi, elle vient aussi du fait qu'on relie de force des symbolismes qui ont, entre guillemets, rien à faire entre eux. Dans tout ça, le client, on lui propose énormément de choses. J'imagine pendant une séance, il y a énormément d'idées qui fusent. Donc le client, son biais, ça peut être aussi ce qu'on appelle le cherry picking. Quand on parle avec des gens qui ont l'habitude de consulter des astrologues, mais aussi des voyants et autres praticiens de ce genre, on le retrouve bien dans le fait qu'ils ont, en général à l'esprit, le souvenir des interprétations qui ont marché, des explications qui étaient bonnes, des nouvelles idées qu'ils ont pu appliquer par la suite. Donc là, ils oublient tout ce qui a pu être dit pendant la consultation qui correspondait à rien. On est dans le cherry picking, dans le sens où ça avait été bien montré dans une émission, je crois que c'est E égale M6, qui avait fait un petit truc sur la zététique et qui avait filmé la consultation d'une voyante. Et la cliente disait, moi j'ai été impressionné, c'est super intéressant, elle a dit plein de choses vraies et tout ça. Et puis donc, Florent Martin, dont on a parlé tout à l'heure un petit peu, on lui fait visionner la consultation. Et à un moment, il remarque effectivement, on n'y fait pas attention si on ne le sait pas justement, qu'en fait, la voyante était en train de dire à la personne qu'elle allait partir en voyage en Italie. Donc la personne retient que la voyante lui a dit qu'elle allait partir en voyage en Italie. Quand on réécoute le passage, la voyante lui dit je vois bien un voyage dans un pays chaud. La personne lui dit ah ouais effectivement, et je verrais bien un truc style l'Espagne, l'Afrique. Et là on la voit hésiter, puis on voit la personne en face qui attend et puis qui ne confirme pas, et elle fait où l'Italie ah bah oui, je vais partir en Italie. Et en fait, qu'est-ce qu'elle retient ? Que la voyante lui a dit qu'elle allait partir en Italie. Alors que non, elle a fait une tentative, ça n'a pas marché, une deuxième, et ça c'est l'observation des réactions de l'autre. Quand tu arrives au bon résultat, tu le gardes. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on explique ce genre de cas, toujours on se dit, mais moi je ne tomberai pas dans le panneau, moi je ne me laisserai pas embobiner, c'est évident. Personne ne pense être vulnérable à ce biais, qui est un biais humain dans lequel tout le monde tombe. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que malgré le fait que oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, quand on écoute ce genre d'exemple, on se dit mais non, c'est trop gros. Ouais, c'est vrai. Mais quand on est en situation, il y a une sorte d'hypnotisme, je ne sais pas, quelque chose qui fait que voilà, à la sortie, on peut potentiellement se dire elle a tout compris, elle a tout vu, elle savait tout. Elle a lu en moi. Voilà, alors qu'en fait, effectivement, dès qu'on a une trace et qu'on peut la revisionner a posteriori, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose. Oui, c'est ça. Et cette pratique-là, je l'avais quelque part définie tout seul, sans savoir que ça portait un nom, et j'avais appelé ça la technique de la bataille navale. Et en fait, ça consistait simplement, quand je rencontrais des gens et que je faisais leur thème, à leur balancer des interprétations, justement, et puis ils me disaient « Ah bah oui, ah bah non, ah bah oui, ah bah non », et puis à un moment, ils me disaient « Ah ouais, ça c'est intéressant ». Et donc, une fois qu'on avait trouvé un sujet intéressant, on allait parler de ce sujet-là. Et donc, moi, avec la même carte, j'allais partir sur d'autres interprétations, mais en rapport avec ce que je venais de trouver. Et ça fait vraiment penser à la bataille navale. Quand on ne sait pas où sont placés les bâtiments de l'adversaire qu'on essaye de détruire, on va taper au hasard. Et puis, quand il se passe rien, on tape ailleurs. On tape ailleurs. Et puis, à un moment, on entend toucher. Et là, on se dit, ah, là, il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper à côté. Et on va toucher bien plus. Et en faisant comme ça, réellement, moi j'arrivais assez rapidement à aborder une problématique fondamentale pour la personne et à en parler et à lui apporter quelque chose. Par contre, rien ne m'aurait permis avant de dire de quoi on allait parler. Oui. Et c'est là qu'on voit qu'encore une fois, le biais de confirmation, c'est vraiment un biais majeur parce que quand on est dans le biais de confirmation en tant que client, on ne va pas chercher l'erreur. On ne cherche pas l'erreur. Or, la recherche de l'erreur, c'est exactement ce qui peut nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire et saine d'une situation. Voilà, c'est-à-dire que comme ça marche, pourquoi aller chercher les problèmes ? En plus, c'est souvent fait avec bienveillance, dans le but d'aider l'autre, et la personne le reçoit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle va être aidée. Donc, aller chercher une erreur, où, quoi, comment, pourquoi ? C'est pas la peine, je suis venu chercher un conseil, on me le donne, j'en suis satisfait, je repars avec. Et c'est ce qu'il y a de terrible, c'est quand on commence à se poser la question de l'erreur, on se rend compte que finalement, la question de la satisfaction, c'est un piège. C'est un piège. Et le fait d'être satisfait d'un conseil, c'est pas forcément que le conseil est bon. Et c'est même pas forcément qu'il est bon à ce moment-là, même pour soi. Donc, tout à l'heure, on disait que c'était bien de mettre des mots, par exemple, sur des ressentis. L'astrologie permet de mettre des mots sur plein de ressentis, mais est-ce qu'elle permet de mettre les bons mots ?
et les meilleurs mots. Oui. Mais ça, c'est une autre question. Et maintenant, je pense que non. Oui. Et tu parlais du fait que les gens étaient bienveillants en face, ça crée un effet de contexte qu'on retrouve beaucoup dans les pseudosciences, justement. Très souvent, les gens disent « oui, mais moi, ça m'a fait du bien d'aller voir tel praticien, même si c'est pas reconnu par la science, j'ai vraiment eu des effets. » Et les gens, évidemment, ne se rendent pas compte de ce biais qu'est l'effet de contexte. Que oui, ils ont été pris en compte, peut-être que la personne leur a parlé longuement, peut-être que le fauteuil était confortable, que le massage était agréable, que la musique était détendante, etc., etc. Et il y a une autre chose aussi dont tu parles, qui est un biais aussi très intéressant, c'est le soulagement que procure tout à coup une annonce ou un diagnostic ou une conversation pendant la séance, pendant la consultation. Et ce soulagement va juste occulter tout le reste. C'est un biais énorme. Alors, est-ce qu'on peut parler de biais pour un soulagement? Je ne sais pas. Ça crée un biais. Voilà, ça crée un biais. Le fait de se dire que le soulagement, c'est presque une fin en soi, ça, c'est un biais, par contre. Parce que ça évite de se demander si c'est une bonne chose qu'on ait ce soulagement, notamment. On peut très bien avoir une mauvaise explication d'une situation qui nous soulage. Oui. Et puis, on va se fourvoyer là-dedans, voire même on va le regretter plus tard, mais sur le coup, c'était génial. On était soulagé, on était bien. On éprouvait du plaisir à ressentir ce qu'on ressentait à ce moment-là, et on en est reconnaissant en plus. Et le praticien, lui, prend ça en plein cœur, j'ai envie de dire, c'est qu'il est content en plus de son travail, ça le confirme dans le fait qu'il faut qu'il continue de cette façon-là. Mais finalement, si on regarde bien, c'est un critère qui est dangereux. Parce qu'il ne permet pas d'assurer que le soulagement, finalement, est justifié. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est vrai que dans l'effet contextuel, comme tu dis, l'effet de contexte, le fait de se sentir bien dans un endroit accueillant, le fait d'être avec quelqu'un de bienveillant en plus. Un autre parallèle avec la réunion de brainstorming, c'est que quand on rentre dans une réunion de brainstorming, l'une des clés, c'est de ne pas être dans la critique. On évite la critique, c'est-à-dire qu'on prend les idées telles qu'elles viennent et on essaye d'aller de l'avant et d'être positif. Quand tu fermes la porte, je dirais, tu rentres dans un cabinet, que ce soit un voyant, un astrologue ou n'importe quoi, tu fermes la porte, tu n'es pas là pour critiquer. Et la personne n'est pas là pour te critiquer non plus. D'ailleurs, quand elle le fait, ça se passe mal. Et alors, un effet aussi qui est extrêmement puissant, c'est l'effet râteau. Il est assez facile à observer au niveau collectif. C'est-à-dire que les astrologues qui font des prédictions collectives, en fait, il y en a beaucoup, et ils font chacun beaucoup de prédictions. Donc si tu mets des milliers d'astrologues qui font des milliers de prédictions, ça fait réellement, notamment chaque année, des millions de prédictions. Alors on a l'impression que ça fait beaucoup, des milliers d'astrologues qui font des milliers de prédictions. Mais tu prends un livre de prédictions astrologiques pour une année, il y a 365 jours. Et il n'y a pas une prédiction par jour. Donc il y a des milliers de prédictions là-dedans pour un astrologue. Et après, il faut voir les astrologues qui publient des bouquins. Donc dans le monde entier, il y en a des tas, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui formulent des prédictions tous les jours sur des forums astrologiques, sur leur site astrologique, etc. Et puis tous ceux qui le font dans leur vie personnelle, notamment en consultation, où là on n'a pas de traces. Donc ce sont des millions de prédictions chaque année, et bien sûr que de temps en temps il y en a qui tombent juste, il n'y a pas de problème. La question c'est le ratio, parce que si vraiment ça tombait juste souvent, mais ce sont des centaines de milliers de prédictions justes qu'on devrait nous envoyer à la figure, à nous sceptiques. Et en fait, on va nous dire, non, mais regardez, l'année dernière, j'ai prévu ça. Oui, mais t'en as fait combien de prédictions dans l'année donc, Et encore une fois, quand on est dans la position du client, ou de la personne qui observe des prédictions qui peuvent être faites plus à un niveau national ou international, on est subjugué, on peut l'être en tout cas, parce qu'on se dit, c'est incroyable que cette personne ait prévu ça. Oui, mais qu'a-t-elle prévu par ailleurs qui ne s'est pas produit? Et combien d'autres personnes ont prévu des choses qui ne se sont pas produites non plus? Un exemple tout simple, les élections présidentielles, les astrologues adorent ça, savoir prévoir à l'avance qui va gagner. Alors moi j'avais fait un article critique là-dessus au début de ma collaboration avec la FDAF, qui avait fait du bruit d'ailleurs. Ce qu'il y a de marrant, c'est de voir que s'ils prévoient quelques mois avant l'élection, où on est vraiment encore un peu dans l'incertitude, c'est bizarre parce qu'ils ne prévoient jamais l'élection d'un petit candidat. Tu sais, le candidat qui fait 2% 6 mois avant, il n'y a pas un astrologue qui va dire qu'il va gagner. Personne. Donc c'est bizarre quand même, comme s'ils ne se font pas influencer par les sondages. Donc ce sont toujours les mieux placés qui ont des chances de gagner. Ou alors, si la personne est engagée dans un parti qui a un petit score à venir, il va prévoir un bon score. Oui, donc il est biaisé lui. Il est biaisé par son appartenance en fait. Mettons qu'il y ait 5 candidats qui aient une chance de gagner, ou même 4. Quand tu as des dizaines d'astrologues qui vont faire des prédictions là-dessus, et en fait, tous les candidats vont avoir des astrologues qui les ont choisis. Donc tout le monde, c'est comme l'école des fans.
Moi, j'appelais ça le syndrome de l'école des fans en 2005. C'est-à-dire tout le monde a gagné finalement parce qu'on est sûr qu'il y en a qui vont avoir prédit le bon candidat. Et donc, en fait, c'est en amont que ça se décide. Et ça aussi, c'est un truc qui était en train de se mettre dans ma tête en 2005, notamment quand je vois pour le deuxième tour de la présidentielle, alors je sais plus, peut-être Sarkozy Royal, je ne sais plus. En fait, le premier tour avait eu lieu, il restait plus que 2 personnes. Donc on sait, enfin tant que c'est pas du Le Pen, je dirais, on savait que ça allait taper aux alentours de 50. Il y avait quasiment une chance sur 2 que ce soit l'un ou l'autre. Bon, on savait qu'il y avait un avantage Sarkozy, mais sait-on jamais, en 1 semaine ou 2 semaines, il y avait peut-être le temps de retourner la tendance. Et donc, je voyais les astrologues qui commençaient à s'affronter sur alors Sarkozy ou Royal. Et puis vraiment, ils pensaient vraiment prédire grâce à l'astrologie. Mais non, à ce moment-là, moi je m'étais rendu compte, c'était du pile ou face. Bah oui. Et en plus biaisé parce que c'était plutôt Sarkozy qui avait un avantage, mais en gros on était à 1 chance sur 2. Mais c'est pour dire que beaucoup de personnes qui prédisent un événement finalement assez probable, de toute façon, puisque tous auront prédit quelque chose et son contraire, il y en a un qui aura raison à la fin, il y en a même plusieurs qui auront raison à la fin. Et c'est ce qu'on peut appeler, je pense, l'effet râteau. Oui. Et il y a aussi une autre chose, c'est la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que quand on a une position d'autorité et qu'on dit à quelqu'un « il va vous arriver ça » ou « vous allez prendre telle décision », il y a de fortes chances que ça se produise. Oui. Et là, on a une influence énorme sur le client. La prophétie autoréalisatrice, c'est terrible parce qu'on a l'impression que c'est pareil, que ça n'arrive qu'aux autres. Il n'y a pas de raison que ça nous arrive à nous, parce que nous, quand même, on fait attention, on ne se laisse pas influencer par tout le monde et tout ça. Mais en fait, c'est un peu plus pernicieux que ça, puisque la prophétie, c'est pas seulement « il va vous arriver ça ». C'est quand on dit, par exemple... au mois d'août, entre le 10 et le 20 août, là, il y a une bonne conjonction pour vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et en fait, on a dit, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, c'est même pas une prédiction, c'est conditionnel, mais par contre, si ça arrive, on pourra dire, ah oui, je vous l'avais dit, et puis la personne dira, la personne me l'avait dit. La personne qui va peut-être rencontrer quelqu'un, c'est donc qu'elle est seule, ou que ça va pas dans sa vie affective, et qu'elle a peut-être pas l'habitude d'aller au contact des autres, etc. Si elle retient la période... Eh ben, entre le 10 et le 20, si ça se trouve, d'un coup, elle va devenir super active. Et si on lui dit ah bah tiens, je fais mon anniversaire le 12 août, qu'est-ce que tu fais ? Bah, si ça se trouve, elle allait peut-être hésiter. Et là, ça tombe entre le 10 et le 20, ouais, je viens. Et le pire, c'est qu'elle va peut-être y aller enthousiaste, en s'habillant bien, parce qu'elle va se dire, si ça se trouve, je vais rencontrer quelqu'un. Et si ça se trouve, elle va être différente de ce qu'elle est d'habitude, parce qu'elle se dit, mais peut-être que ce soir-là, j'ai une chance de... Alors que c'est pas... totalement une prophétie, mais finalement, si la personne lui dit « vous allez rencontrer quelqu'un entre le 10 et le 20 août », est-ce que là, c'est une prophétie ? Bah oui, c'est une prophétie qui peut être autoréalisatrice. Le fait d'y ajouter un conditionnel, finalement, ça change pas grand-chose. C'est assez terrible, parce que quand on te dit « ah, dans telle période, peut-être que », même si tu veux pas en tenir compte, tu serais bien bête de pas en tenir compte. Et oui, on ne sait jamais. Et c'est pour ça qu'il faut quand même essayer d'en tenir compte, et finalement, si ça marche, tant mieux pour tout le monde. Le problème étant, si on en tire la conclusion que, donc, un bon point pour l'astrologie. Retrouvez toutes les références de ce qui a été dit dans ce chapitre et les précédents sur le site metadechoc.fr. Un grand merci à ceux qui ont fait un don pour que Méta de Choc vive. Je travaille à plein temps pour satisfaire vos oreilles exigeantes et affamées. Votre soutien à tous m'est donc indispensable. Pour ceux qui n'ont pas encore visité la page Tipeee de l'émission, je vous encourage chaleureusement à le faire. Le lien est en description. Dans le chapitre 4, nous parlerons, entre autres choses, des biais cognitifs des astrologues. Comme promis, voici un petit jeu pour patienter tout en douceur jusqu'à la semaine prochaine. Serge Brett-Morel nous a dit que la plupart des astrologues sont convaincus du bien fondé de leur pratique et de l'aide qu'elle peut apporter à leurs clients. Je vous propose de nommer et d'expliquer brièvement en commentaire un biais cognitif dont vous pourriez être la victime si vous-même vous étiez astrologue convaincu. J'ai hâte de vous lire sur le site internet, YouTube ou sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas le pouce, le cœur et les étoiles. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, n'oubliez pas d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.